suis Alice Corbet, je suis chercheure au CNRS, intégrée au laboratoire Le LAM, Les Afriques dans le Monde, qui est situé à Sciences Po Bordeaux. J'ai une thèse en anthropologie que j'ai effectuée sur les camps de réfugiés sahraouis, qui sont des camps qui sont installés dans le sud-ouest de l'Algérie depuis 1975. Ils sont issus du conflit du Sahara occidental. Et la question qui s'est posée au cours de cette thèse, c'est comment faire pour vivre quand on est dans l'exception des camps. Quels sont les souvenirs du passé qui sont communiqués aux générations qui naissent dans ces camps de réfugiés, quels sont les espoirs pour le futur, et puis quels sont tous les bouleversements liés à la quotidienneté de la vie des camps, des bouleversements sociaux, culturels, comment vivre aussi avec une aide internationale dont on est en permanence dépendant. Tout ce chemin m'a amené ensuite à effectuer des consultations pour des ONG, ce qui m'a permis d'avoir un autre point de vue aussi sur l'aide humanitaire, et j'ai été amenée à aller en Haïti après le séisme du 12 janvier 2010 qui a frappé ce pays. En Haïti, j'ai travaillé sur tous les nouveaux camps, bidonvilles ou espaces, nouvelles formes d'urbanité qui se sont créés, puisqu'il y a eu plusieurs milliers, voire millions de déplacés consécutifs à ce séisme. Donc j'ai pu voir comment il pouvait se créer des déséquilibres entre l'aide apportée aux personnes déplacées, les ONG, l'État local, et donc tous ceux qui sont bénéficiaires et qui parfois vivent mal cette aide ou la trouvent mal adaptée à leurs besoins ou peuvent potentiellement entrer en contestation avec cette aide. J'ai ensuite intégré donc le CNRS, au laboratoire Les Afriques dans le Monde, après une petite incursion en Éthiopie où j'ai travaillé aussi sur des populations déplacées depuis de longues décennies pour des raisons politiques, et donc de voir comment ces populations déplacées sont encore aujourd'hui marginalisées dans l'État éthiopien. Je pars prochainement pour une expatriation en Zambie, pays dans lequel d'Afrique australe je vais retrouver des déplacés ou des réfugiés, encore une fois de très longue date, pour voir encore une fois ces questions de précarisation, de multiples vulnérabilités de personnes qui sont nées dans l'exil, qui ont différentes précarités, celles liées au changement climatique, puisque souvent les camps de déplacés ou de réfugiés sont dans des zones très vulnérables au niveau climatique, mais aussi l'incapacité d'avoir un travail sur plusieurs générations, le fait d'être forcément dépendant, donc de se retrouver à travailler illégalement, par exemple en Afrique australe, dans les mines de cobalt ou d'autres matériaux riches qui sont faits par là-bas. Donc mon approche est thématique, vous l'avez compris, je travaille sur la question des camps ou des bidonvilles, donc de toutes ces situations d'encampement, parfois à très longue durée. Comment on habite un lieu, pourquoi on y reste ou pourquoi on essaye d'en partir quitte à rentrer dans l'illégalité, comment malgré les contraintes conserver une culture, par exemple la culture de la mer pour les Sahraouis qui auparavant vivaient le long de l'océan Atlantique et qui depuis 1975 vivent dans le désert, très loin de l'océan, donc comment ils transmettent ce souvenir à leurs enfants. Et puis je travaille beaucoup sur la relation humanitaire que j'ai pu observer, puisqu'en tant qu'anthropologue, j'essaye de vivre avec les gens, de passer du temps avec eux et de voir le point de vue des récipiendaires. Donc la relation humanitaire, c'est parfois le fait d'être aidé, d'avoir vraiment une aide logistique, alimentaire, des soins médicaux, tout ce qui est l'aspect sanitaire, mais c'est aussi parfois mal reçu. Je l'ai déjà dit parce que c'est mal adapté, ou alors parce que les gens ont un sentiment de domination de la part des donateurs, ou alors tout simplement parce que les donateurs considèrent que ces gens-là ne méritent pas, parce qu'ils ne sont pas médiatisés, parce que ce sont des mauvais réfugiés, d'avoir une aide. Et donc certaines populations sont en extrême vulnérabilité. Donc je distingue dans mes recherches deux formes de camps. Il y a les camps très organisés par l'état d'accueil ou par les ONG. Il y a des camps qui sont complètement délassés, soit qui sont invisibles au fin fond du désert, soit qu'on ne veuille pas s'y intéresser, soit que l'état local marginalise ces populations. Et à chaque fois, il y a une dynamique malgré tout qui se crée, une dynamique ce qu'on appelle l'habité ou l'encampement dans ces situations, une dynamique où les personnes se sédentarisent alors qu'elles n'étaient pas forcément sédentarisées auparavant, et où elles entrent en permanence en interaction avec leur environnement, qui peut être un environnement parfois extrêmement désertique, mais aussi parfois urbain pour les réfugiés qui se retrouvent au milieu des villes, leur état qui les accueille ou non, les populations qui sont autour et qui ne sont pas toujours heureuses de voir ces personnes venir puisque c'est une concurrence économique, une concurrence sur les ressources naturelles, etc. Bref, toutes ces interactions avec le milieu local et bien entendu, donc ces fameuses interactions avec la relation qui crée la relation humanitaire. Donc depuis plus d'une année, je m'intéresse à la question de l'océan Indien, puisqu'il y a beaucoup de déplacements en fait en océan Indien et c'est une zone assez peu étudiée par la géographie, les sciences sociales, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que l'océan Indien, il y a quand même l'Afrique d'un côté et l'Indonésie
à l'est. Il y a les Maldives et les Seychelles, qui sont des îles qui font rêver, mais où pourtant la vie n'est pas forcément idéale pour les populations locales. Il y a les Comores, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et Madagascar, qui a aussi des hauts et des bas politiques, plusieurs crises climatiques, etc. Maurice et la Réunion, donc la Réunion département français. Les îles australiennes d'un côté, les territoires britanniques de l'autre. On oublie souvent par exemple Diego Garcia qui est une base louée par les Britanniques aux Américains, donc une grosse base militaire située à peu près au milieu de l'océan Indien. C'est spécifiquement depuis un an sur la Réunion et sur l'île de Mayotte que mon collègue Anthony Goro-Ponceau et moi-même travaillons avec une équipe de recherche. Notre projet qu'on souhaite mener là-bas et qu'on a déjà commencé avec une enquête de terrain à La Réunion, c'est d'essayer de comparer les politiques migratoires qui sont mises en place dans ces lieux, des lieux éloignés où on pourrait croire qu'ils sont gérés de la même manière qu'on gère les choses en métropole ou selon les lois internationales, et où en fait il y a plein de procédures d'exception, de mise en place. Les différents dispositifs dont on parlait plus tôt, le dispositif humanitaire n'est pas parfait dans ces endroits-là, puisque les gens ont du mal à organiser la solidarité. Le dispositif politique est très bien théoriquement, mais a plein d'exceptions au niveau administratif. On ne se déplace pas de la même manière entre les Comores, Mayotte et la Réunion, de la même manière qu'on se déplacerait entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Le dernier dispositif policier est très très fort là-bas, on l'a vu encore récemment avec différents événements de révolte de la part des personnes à Mayotte qui pouvaient accuser les Comoriens de venir chez elles, voler l'eau, l'enjeu sur l'eau, et puis d'une invasion migratoire. Toutes ces questions de déplacement, on voit bien ici un achoppement des migrations, des gens qui se retrouvent bloqués sur des îles, des dispositifs qui sont différenciés, des mesures d'exception humanitaires, administratives, politiques et policières qui se mettent en place et qui installent des milliers de personnes dans de la grande précarité, qui se retrouvent dans l'exception, dans des attentes et parfois tellement marginalisées qu'elles sont en dehors de toutes les possibilités d'intégrer ces dispositifs. Donc à travers des études de terrain, grâce à Anthony Goro-Ponceau et cette équipe, on va voir comment l'étranger et même l'étrangeté de ces personnes est questionnée sur ces îles, qui par ailleurs ont connu une économie de plantation, donc ont déjà une histoire très profonde sur les déplacements, qui ont eu l'habitude d'accueillir beaucoup les gens et qui se retrouvent aujourd'hui un peu en opposition avec un renouveau de politiques d'exception qui sont mis en place. Et on verra comment le corps humain, devient finalement celui qui incarne non plus le déplacement, mais celui qui incarne la frontière, quitte à le ressentir physiquement. On entend parler beaucoup de morts qui se heurtent à ces frontières, ou de multiples précarités, de multiples vulnérabilités, de personnes qui sont soumises à tous ces dispositifs, fonctionnels ou dysfonctionnels, c'est ce qu'on va fonctionner, mais en tous les cas exceptionnels dans cette ère de l'océan Indien.